Canal+, on avait fait l'installation, c'était la première installation d'audio sur IP en... Je peux te filmer, ça te gêne pas? Oui, tu non peux, si tu veux. En 21.10, donc c'est un nouveau format audio sur IP, qui est un peu le successeur de ce qui se fait en danse, et c'est de la AES-67. J'ai participé, j'ai écrit des livres techniques, et puis je fais partie du groupe AES pour la normalisation des mesures acoustiques. Voilà. C'était juste... Alors, évidemment, les mesures en soi, on s'en fout un petit peu, quoi. Ce qui est important, c'est surtout qu'on essaye d'améliorer l'écoute. Améliorer l'écoute, c'est plutôt dans le sens de neutralité ou de fidélité. La fidélité, c'est le contraire de la coloration. La coloration, c'est comme si dans les plats, vous aviez toujours un peu trop de sel, ou dans un vin, le vin est toujours un peu trop boisé. Alors, ça peut être très agréable certaines fois, les colorations, mais en moyenne, et surtout quand on travaille avec des professionnels, les professionnels ont besoin de savoir vraiment ce qu'ils ont enregistré, ce qu'ils ont mixé, ce qu'ils ont masterisé. Donc pour les pros, effectivement, on a plutôt intérêt à éviter tout ce qui est coloration permanente. Alors, le problème d'améliorer l'écoute dans le sens de neutralité, de fidélité, c'est toujours quelque chose qui n'est pas tout à fait, où il reste encore pas mal de discussions. C'est quelles sont les mesures qui sont vraiment corrélées à l'écoute. Parce que ça ne nous intéresse pas de mesurer, on peut mesurer les dimensions d'une enceinte, mais ce n'est pas relié à la perception. Donc quelles sont les mesures qui sont vraiment liées à la perception? Donc ça permet objectivement de savoir les qualités et les défauts des enceintes. Et puis comprendre les défauts, ça permet d'améliorer l'acoustique de la salle, d'améliorer le filtrage, l'égalisation, tout ce qu'on peut essayer d'améliorer dans une enceinte acoustique. S'il y a des questions, posez-les au fur et à mesure. Améliorer, donc il y a eu un groupe de travail chez Harman qui avait commencé dans les années 95 et puis qui a fait surtout des choses à partir des années 2000 où ils ont essayé, il y a eu une étude par exemple avec 70 enceintes dans des pièces différentes et 268 auditeurs, et ils ont essayé de voir quelles étaient les corrélations entre les mesures. Alors il y avait plein de mesures différentes, différents types de lissage, différents angles, les mesures en chambre sourde, etc. Quels étaient les critères qui se rapprochaient le plus des qualités subjectives? C'est-à-dire qu'ils ont fait plein de mesures, ils ont demandé des gens d'analyser les 70 enceintes et de regarder quelles étaient les corrélations entre quelles mesures et quelle perception. Globalement, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas une seule mesure qui pouvait déterminer la qualité des enceintes, mais c'était une combinaison de certains critères. Mais globalement, c'est quelque chose qui s'approche du timbre perçu. La perception qui est importante, c'est surtout le timbre. Et on a constaté aussi que les préférences des auditeurs entraînés, c'est-à-dire des professionnels en général, et des amateurs, des gens moins entraînés, ou même des gens peu entraînés, en fait, étaient les mêmes. Simplement, ce qui se passait, c'est que les auditeurs entraînés arrivaient plus vite au même résultat. C'est juste une question de temps. Mais donc, Synolive a pu déterminer un certain nombre de critères qui faisaient qu'en moyenne, je dis bien en moyenne, c'est pas toujours du 100%, mais qu'en moyenne, certaines enceintes étaient mieux perçues, on va dire plus neutres. Globalement, on s'est aperçu que les mesures de réponse en fréquence, alors on va parler après de différentes réponses en fréquence, mais globalement, les réponses en fréquence plus linéaires sur le spectre correspondaient mieux à des qualités perçues. C'est-à-dire les enceintes les meilleures étaient en général celles qui avaient
les courbes de réponse les plus régulières. Ouais. On aura l'apéro, mais on n'aura pas de repas. Voilà. Donc, et ce qu'on s'est aussi aperçu, c'est important, que les mesures significatives des bonnes enceintes, ça converge. C'est-à-dire que, quel que soit le type d'enceinte, que ce soit des enceintes à pavillon, que ce soit des enceintes à radiation directe, etc., au final, en fait, on s'aperçoit que les bonnes enceintes avaient des caractéristiques et des mesures qui s'approchaient les unes des autres. Donc on peut se dire, quelle que soit la technologie, en fait, elles arrivent vers les mêmes résultats finaux. Et le timbre perçu, alors qu'est-ce que le timbre perçu? Quand vous êtes dans une pièce, le champ sonore à l'endroit où vous êtes, c'est la somme du champ direct, hein, donc ce qui vient directement des enceintes et des haut-parleurs, et du champ diffus, des premières réflexions, c'est-à-dire tout ce qui revient de la pièce. Et vous ne percevez pas que le champ direct. Donc ce que vous percevez, c'est vraiment l'ensemble des deux. C'est le champ direct et tout ce qui vient de l'acoustique du local. Donc la qualité intrinsèque de l'enceinte, c'est-à-dire ce que vous pouvez mesurer, une courbe de réponse dans l'axe, en chambre sourde, etc., ben, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Une enceinte, la qualité d'une enceinte est aussi dépendante de la qualité de la pièce. Donc une enceinte parfaite dans une pièce qui pose des problèmes, ben, le résultat ne sera pas parfait. Donc, de toute façon, il faut mesurer. Au final, il faut mesurer ce qui se passe dans une pièce. Prenez la meilleure enceinte du monde et vous en mettez dans une pièce. Oui. Dans les courbes de réponse en fréquence que tu montrais, là, donc on disait que c'était les plus plates qui ont été perçues. Les plus plates, elles ont été mesurées en chambre sourde, non, alors, ou alors dans le local. C'était dans le local. En fait, c'est des mesures dans le local et on va dire que c'est, j'en parlerai après, c'est un certain type de mesure. C'est-à-dire que ce sont des mesures qui tiennent compte à la fois du champ direct et du champ diffus. Donc c'est une certaine, comment dire, un ensemble de, c'est une mesure qui tient compte de l'ensemble en fait. Mais globalement, on sait que de toute façon, on a intérêt à démarrer avec des enceintes les meilleures possibles au départ. De toute façon, en audio, c'est pas que moins on compense, mais oui, c'est un peu ça. Il faut éviter de compenser trop. Parfois, on entend dire, de toute façon, l'enceinte elle fait un peu avec mes réglages, ça fera une bonne réponse en fréquence et ça répond. Ouais. C'est pas toujours le cas. Donc, il vaut mieux démarrer et avoir le moins de problèmes au départ. Donc, on dirait presque, on entend dire presque que le matériel importe peu, finalement. Dans la mesure où la courbe de réponse va être bonne, au final. Ben ouais, mais quelle courbe de réponse, etc. C'est toujours la même chose. Il faut pas surcorriger, c'est ça. Il ne faut pas surcorriger. Ben, en fait, il faut mesurer de façon à ne pas surcorriger. Quoi. Donc, il ne faut pas mesurer. C'est aussi la enceinte. De toute façon, ouais. Et si vous avez, je ne sais pas, on va dire si une enceinte en elle-même a un trou, je ne sais pas moi, de 10 dB à la fréquence de coupure entre le tweeter et le grave, et que vous pourriez compenser ça par une EQ de 10 dB, mais vous allez peut-être réussir à avoir une courbe de réponse à peu près correcte, mais vous lui mettrez 10 dB de plus de puissance, donc plus de distorsion, plus de... Donc, globalement, il faut toujours éviter, enfin, il faut toujours mieux partir de bons produits, hein. C'est comme un plat, il vaut mieux passer par des bons produits au départ et éviter de mettre trop de... Un beau cuistot aussi. Non, mais donc, oui, le truc, c'est toujours pareil, il faut éviter de compenser trop les défauts. Les méthodes de mesure, c'est toujours un peu la même chose. Hein. On envoie un signal connu. Alors ça peut être, dans le temps c'était souvent du bruit rose et on mesurait en RTA, en analyseur temps réel. Ensuite, dans les années 90, on a envoyé du MLS. C'est un espèce de comme ça que
Vous l'entendez par exemple quand vous faites du Batrinum, en voit du MLS par exemple. Il y a eu du sine sweep à partir de 2001, c'est un sinus glissant. C'est donc vous démarrez vous démarrez dans le grave et vous allez dans l'aigu sur un temps déterminé, ça peut être entre 2-3 secondes et 20 ou 30 secondes. Hein. Ça fait hurler les chiens. Ça fait hurler les chiens quand ça arrive en boule, ouais. Ça fait lever les chauves-souris. Le sine sweep, c'est la méthode, on va dire, la plus utilisée actuellement. C'est une méthode très rapide qui permet en plus de mesurer la distorsion. Qui est bien. Il y a la musique, alors je cite Meyerson, mais d'autres, c'est-à-dire que vous envoyez un signal musical, que vous entrez dans un analyseur, et puis dans le même analyseur, vous recevez quelque chose qui vient d'un micro dans la salle, etc. Puis vous arrivez à comparer le signal que vous envoyez avec le signal mesuré par le micro. Et il y a des problèmes de cohérence, des choses comme ça, mais ça c'est très souvent utilisé dans les setups de grandes salles ou de concerts, parce que évidemment quand vous avez 1000 ou 5000 personnes dans la salle, vous n'allez pas leur mettre du bruit rose ou du sine sweep. Donc on essaye de mesurer sur la musique elle-même, et ça marche globalement à peu près correctement. Enfin, il y a toujours, comme toujours, il y a des limites. Hein. Il y a un truc qui s'appelle MMM, qui est une mesure qui existait enfin, depuis très très longtemps. C'est-à-dire que les gens avaient un analyseur RTA avec du bruit rose et on regardait un petit peu ce qui se passait dans un certain espace. La seule chose, c'est qu'on ne savait pas trop. Donc en 2005, j'avais publié quelque chose qui expliquait pourquoi ça marchait bien. Et c'est une mesure que j'utilise depuis ces années-là et qui est maintenant utilisée par d'autres sociétés, JBL, Kali, Samsung aussi. Enfin, il y a pas mal de monde qui commence aussi à utiliser du MMM parce que c'est une mesure assez rapide, et puis on verra tout à l'heure parce qu'elle correspond assez bien à ce qui est perçu. Donc ça, c'est envoyer un signal connu, et ensuite on va essayer de savoir à quel endroit on va le mesurer. Donc il y a beaucoup de mesures qui se font en un point. Il y a des moyennes qui se font en plusieurs points, où le MMM, en fait, c'est une moyenne dans un certain volume. À peu près tout le monde est d'accord pour dire que mesurer en un seul point, ça ne marche pas bien. Parce qu'on s'en aperçoit, on fait une mesure en un point, on déplace le micro de 10 cm, on a quelque chose de très différent. Très différent, ça veut dire quelques dB de différence. Et on sait très bien qu'on entend. Des fois, c'est sur 1 ou 2 dB, sur une certaine plage, ça s'entend, il y a quelque chose. Si vous mesurez quelque chose, si vous mesurez de façon moins précise que ce que vous entendez, ça n'a aucun intérêt. Donc, les mesures en un point, c'est pas suffisamment précis par rapport à la perception, à ce qu'on sait faire. Donc on peut le faire en chambre sourde, parce que là on mesure en un point et il n'y a pas de champ diffus. Mais ce qui se passe quand vous mesurez dans une vraie pièce en un point, vous avez le champ direct qui arrive, mais vous avez des réflexions. La réflexion du sol, du plafond, des murs, etc. Et quand vous déplacez un petit peu de 5 ou 10 cm le micro, en fait il y a un filtrage en panne qui est différent, parce que les distances avec les murs, le plafond, le sol sont légèrement différents, et donc la sommation champ diffus plus champ direct, ça fait un filtrage en panne qui est à 5 cm près différent. Alors que quand vous écoutez, vous êtes à une place, vous bougez de 5 ou 10 cm, le timbre perçu est le même. Bon, des fois il y a des problèmes de localisation spatiale, on peut dire vous n'êtes pas au centre, vous êtes un petit peu décalé, d'accord. Mais si vous écoutez une seule enceinte dans une pièce, vous êtes à un endroit et que vous bougez un petit peu, vous mettez... Bon, des fois il y a des différences, on est de voici, mais il n'y a pas des différences énormes. Le timbre reste le même à 20 cm près, il ne va pas changer. Donc ça veut dire que si votre perception ne bouge pas à 20 cm près, ça veut dire que les mesures doivent être tout à fait similaires à 20 ou 30 cm près. Sinon, ça ne veut rien dire. Donc là, on est à peu près, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il faut moyenner
dans un certain volume, un certain nombre de points. Le problème, c'est que moyenner sur plusieurs points, c'est délicat parce que ça peut être très long. Par exemple, maintenant en Dolby Atmos, quand on fait des salles de mix en Atmos, Dolby a un système où ils mettent 8 micros, une mesure avec 8 micros. Mais bon, c'est une caisse de 30 kg à trimballer avec les câbles, avec les micros, les 8 pieds, etc. Et puis on s'aperçoit aussi que 8 micros, ça ne suffit pas. En réalité, pour avoir une mesure à peu près fiable, il faudrait 20 à 30 points de mesure. Et 20 à 30 points de mesure, on ne peut pas le faire, c'est difficile. Donc c'est là que la moyenne MMM avec un micro, un seul micro, mais moyenné dans un volume, en fait, ça correspond à des centaines de points différents, en fait, au final. C'est plus précis. Donc dans le groupe de travail AES, il y a aussi il y a une personne de Dolby. Et donc Dolby se pose aussi la question de changer éventuellement de méthode de mesure. Puis en plus, les gens de Dolby, ça les emmerde de 30 kg de matériel à chaque fois. Parce que c'est des câbles, c'est à chaque fois 20 mètres de câble, fois 8 micros, enfin quand j'ai dit 30 kg, c'est à peu près ça. Donc, et puis en plus, en ce moment, tout le monde est à la recherche de méthodes de mesure qui soient simples, rapides et qu'on puisse faire. En fait, les gens dans soit les gens ont des salles, soit des fabricants de matériel, etc., ils se disent ce serait vachement bien d'avoir des méthodes de mesure plus rapides, plus simples et moins coûteuses. À partir des mesures qu'on a faites, en fait, souvent, pas en MMM et pas en bruit rose, mais la plupart du temps, quand on fait du MLS ou quand on fait une side sweep, on calcule la réponse impulsionnelle. Et à partir de une réponse impulsionnelle, ça donne tous les éléments. Ça donne la réponse en amplitude, en phase. Bon, quand on a la phase, on a le délai de groupe. On peut en déduire la réponse échelon, c'est-à-dire la step réponse. Les courbes énergie-temps, les ETC, énergie et temps, energy time, éventuellement les pré-échos. On peut analyser ça après en spectrogramme, en ondelette, enfin il y a des tas de trucs pour ressortir différents aspects temporels. Souvent on ressort aussi la réverbération, des mesures acoustiques, la clarté, et puis on peut mesurer, avec certains signaux, on peut mesurer aussi les distorsions, avec un sinus glissant par exemple on peut le faire, ou avec des sinus à fréquence fixe on peut mesurer les distorsions. Donc, par contre, quand vous faites du MMM, les MMM en soi, vous ne pouvez pas faire, vous faites des réponses en amplitude, mais vous n'avez pas la réponse impulsionnelle, vous n'avez pas la phase, vous n'avez pas ces éléments-là. Par contre, Jean-Luc, la réponse impulsionnelle, elle est soumise à la contrainte qui est évoquée avant, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule mesure et que du coup, elle n'est pas forcément très fiable. Voilà, oui. Mais ça peut donner quand même des éléments, par exemple, pour aligner des haut-parleurs en distance, pour aligner deux haut-parleurs l'un vis-à-vis de l'autre, pour voir ce qui se passe. C'est un élément, en fait, c'est une des vues qu'on peut avoir sur une enceinte, quoi. Il y a la mesure, il y a plein d'aspects particuliers. Et puis, alors, les gens qui font, c'est important, enfin tout ça, ces mesures-là, ou ces visualisations-là sont importantes, surtout quand on conçoit des enceintes. C'est-à-dire quand on a une enceinte déjà toute finie que vous utilisez dans une pièce, vous savez que ce qui a été plus ou moins bien fait, vous n'allez pas y toucher trop, vous allez voir la réponse en amplitude, le timbre perçu dans la pièce. Mais vous n'allez pas toucher vraiment à la réponse impulsionnelle en général. Par contre, quand vous concevez des enceintes ou que vous devez faire des filtres ou des choses comme ça, là ça vous intéresse de voir cet aspect-là. Pareil, la réponse. Souvent la réponse en échelon à l'échelon est plus représentative d'une réponse impulsionnelle. Parce qu'une réponse impulsionnelle, vous ne voyez que l'aigu, on va dire. Le reste, vous ne voyez pas le grave est tout petit. Enfin, c'est des petites ondulations qu'on ne voit pas. Une réponse à l'échelon, elle est beaucoup plus parlante en fait. C'est exactement la même chose. Mais c'est vu d'une façon différente, c'est le même signal.
enfin c'est le même signal qui est vu différemment, donc l'échelon est plus lisible, on va dire. Donc tout ça, c'est des trucs, mais qu'on ne voit pas en MMM. Les logiciels de mesure, alors vous en connaissez certains, il y a REW, Arta, Smart, TrueRTL, il y en a plein. Mais souvent, ça peut être compliqué d'utilisation, donc à installer, à paramétrer et à utiliser. Et puis surtout, quand vous faites des trucs avec REW, comment est-ce que vous comparez vos mesures avec celles de votre voisin ou de quelqu'un d'autre, quoi. Il y a tellement de paramètres et de façons de visualiser des courbes et des choses comme ça, les échelles, des trucs comme ça. J'ai fait des mesures avec REW, ça me paraît bien, mais est-ce que c'est vraiment bien? Comment je compare? Comment est-ce que je peux dire que c'est correct, quoi, une mesure? Donc ça, c'est toujours un peu délicat avec ces logiciels. Il y a aussi des logiciels de mesure et de correction. Vous en connaissez certains, il y a Dirac, Accurate, Sonarworks, Trinov, une belle boîte française qui fait de la mesure et de la correction parce qu'ils vendent aussi leurs processeurs. Et Dirac, vous l'avez sur beaucoup de processeurs, comme des mini DSP par exemple. Dans la mesure et la correction, il y a DRC de Denis Rajian. Moi, dans mon site, j'utilise une partie des calculs de DRC. Et il y a PORC qui est aussi un calcul différent de la correction. Alors, dans les corrections, il y a deux types de corrections globalement. Vous avez les corrections qui sont dites IIR, à réponse impulsionnelle infinie, et puis les corrections FIR. Les corrections IR, ce sont vos égaliseurs paramétriques. Vous réglez une fréquence, un few, une amplitude en plus ou moins X dB. Ça, c'est du paramétrique, hein, c'est des trucs tout à fait standards. Il y a des paramétriques à fréquence fixe, c'est les égaliseurs graphiques, ou les 32 bandes, ou des choses comme ça. C'est de l'IR, mais à fréquence fixe. Et puis les filtres FIR, c'est ce qu'on trouve, c'est ce que calcule Dirac, c'est ce qu'on trouve chez Trinov. C'est des filtres qui corrigent à la fois l'amplitude et la phase. Donc c'est deux technologies le FIR, c'est des technologies qui arrivent de plus en plus, qui étaient très très gourmands en puissance de process. C'est ce qu'utilise Trinov jusqu'à une certaine fréquence. Trinov, c'est du FIR, on va dire au-dessus de 100-150 Hz, et en dessous c'est de l'IR. Le FIR, c'est des technos qui existent depuis les années 95 à peu près, hein, les premiers processeurs FIR. Le SIGTEC daté de 95 à peu près. Et c'est ce que vous trouvez maintenant dans des appareils pas chers du tout, chez Mini DSP par exemple. Vous avez des processeurs FIR, je ne sais pas combien ça coûte maintenant, peut-être moins de 500 €. 300 balles. 300 balles peut-être. Ouais, Mini DSP, ça dépend lesquels, parce qu'il y en a qui ont du FIR, il y en a qui vont pas. C'est 300 balles. 300 €. 300 €. Le composant, c'est 8 €. Les Shark, c'est pas. Oui, après le problème des Shark, c'est qu'il faut les programmer. Il faut mettre en œuvre. Il faut acheter la licence. Ouais, il faut acheter la licence, il faut acheter surtout les plaques d'essai et puis les programmer. Mais c'est effectivement, c'est possible. Hein. Mais c'est vrai que si on le fait soi-même, c'est encore moins cher que l'idée. Il y a deux choses peut-être, en fait, c'est qu'il faut le logiciel pour créer la correction FIR, ouais. Et le logiciel pour lire, ou le système pour lire la correction FIR. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait se lancer à créer une correction FIR avec Rephase, ouais. pourrait le lire avec JRiver ou Roon sans acheter un. Tout à fait. Oui, on peut en logiciel, sur du Roon ou des choses comme ça, on peut sans aucun hardware du tout, on peut introduire de la correction FIR, ça c'est tout à fait possible. Et ça marche très correctement. Il n'y a aucun problème. Et là, c'est encore moins cher si vous payez une licence. En nombre de tables de la correction,
elle se fera au niveau de la création de la correction, de la lecture. Par exemple, JRiver ou Roon aurait une limite par rapport au fait de la limite du processeur du PC. Non, parce qu'un processeur de PC, en réalité, vous pourriez, on voit les processeurs, vous pourriez faire des 64 ou même 128K kilotaps. Les processeurs des CPU de PC standard ou de Mac savent très bien faire du FIR, du très grand FIR, du très long FIR. Par contre, après, c'est de se dire quel est le maxi que je vais faire en FIR. Et honnêtement, je pense que ça ne vaut pas le coup de faire plus de 8000 taps à peu près. Pourquoi? Parce que vous allez corriger très précisément, on va dire que vous avez un problème à 65 Hz, d'accord, avec un creux ou une bosse très pointue, un Q très élevé. Avec un FIR, avec beaucoup de taps, vous allez pouvoir le résoudre vraiment très bien. Mais le problème, c'est que quand vous allez faire la mesure à 20 degrés avec une humidité, je ne sais pas moi, de 70%, et qu'en été, vous vous retrouvez avec 30 degrés et une humidité différente, en fait, la vitesse du son change pas mal. C'est-à-dire qu'au lieu de, vous pouvez aller de 345 à 300, enfin, on va dire 335 à 345, ça fait quand même une grosse différence, ce qui fait que votre fréquence où il y avait le problème va se décaler et vous ne serez plus pointu du tout. Votre correction sera plus aux bonnes fréquences. Donc, il faut éviter d'avoir des corrections trop pointues parce que ça, on voit qu'avec le temps, c'est pas bon. Vous remesurez, vous faites une correction en hiver, vous remesurez en été. Si vous avez mis trop de taps, vous dites mince, mon système a bougé, un truc comme ça. Votre système n'a pas bougé du tout, c'est simplement que vous mesurez dans des conditions différentes. Donc il faut, moi je ne conseille pas de mettre plus de 10 000 taps, quoi. Mais au-dessus ça devient délicat. Même 16 000, j'ai déjà vu des écarts qui font que... Donc, alors évidemment, le problème des mini DSP, c'est que c'est limité à un mini DSP Flex. Je crois que c'est 2048 taps à 96, ça fait 1024 à 48 seulement, l'équivalent. C'est vachement bien, enfin c'est bien au-dessus de 200 Hz. En dessous, c'est pas assez précis. On voit bien Trinov. Trinov, c'est du 4096 taps, et en dessous, ils font de l'IR. Pour deux raisons, parce que ça coûte d'avoir beaucoup de taps, que c'est pas forcément super précis, et puis qu'en plus, quand on a beaucoup de taps, on risque d'avoir des délais. La latence peut être importante. En fait, un filtre FIR, c'est une impulsion qui est plus ou moins centrée, et la latence de l'appareil, c'est le délai entre le début et l'impulsion. Donc si vous avez... Alors quand vous écoutez un disque, vous en foutez parce que avoir 100 millisecondes de retard pour un disque qui a 30 ans, ça n'a pas d'importance. Mais quand vous êtes en monitoring ou que vous êtes, je ne sais pas, quand il y a un batteur ou un truc comme ça, ou un chanteur en re-re, vous ne pouvez pas avoir quelques millisecondes de délai, quoi. Il y a de l'image aussi avec. Ou quand il y a de l'image. Alors quand il y a de l'image, effectivement, on va se dire, je peux tolérer une image de décalage, et puis au pire, on peut décaler la vidéo. On peut toujours resynchroniser, mais c'est pas toujours simple. Enfin, dans les studios, par exemple, des trucs comme ça, des fois, c'est pas toujours simple de resynchroniser tout le monde. Un point aussi à mentionner, si tu fais de la correction FIR, il faut abandonner l'idée d'écouter des fichiers haute résolution ou en TSD. Tout est reformaté en 48 ou en 96 kHz. Voilà, alors... Dans le 192. Ouais, alors c'est un peu, oui. Pour les processeurs, oui, c'est comme ça. À la limite, quand on est sur un PC ou un Mac, et qu'on a Roon ou d'autres choses, on pourrait avoir des corrections calculées, une en 44.1, une en 48, une en 96, une en 792, et qu'automatiquement, il bascule sur la bonne. Ça, c'est possible. Je ne sais pas si c'est souvent fait, mais technologiquement, c'est tout à fait possible. Comment ? Est-ce nécessaire? Oui, après, est-ce nécessaire d'aller au-delà de 48K? Bon. Après, ça, chacun son... Voilà, tout à fait. Est-ce nécessaire? Voilà.
Bah, c'est nécessaire pour vendre du matos, ça c'est sûr. On est content que les formats évoluent. Parce que, non, c'est vrai qu'en ce moment, mais je vois en concert maintenant, en concert, la plupart des gens travaillent en 96K parce que les consoles de live c'est du 96K. Mais c'est un peu c'est des effets de mode, quoi. Bon, par contre, en broadcast, tout le monde est à 48. Et le restera, je pense. Alors, on parlait de logiciels de mesure et de correction. Il y a une étude qui a été faite en 2009 par Synolive, qui est toujours de chez Harman, qui évaluait la qualité des logiciels de correction, enfin des logiciels ou des matériels de correction. Et il a comparé donc 3-4 marques et puis des choses. C'était des mesures moyennes sur 6 points. Et ils se sont aperçus que là, en fait, l'ordre des courbes, c'était la moins bonne. La noire, c'est du no EQ, c'est-à-dire c'est la courbe de réponse mesurée sans égalisation. Donc il y avait deux corrections, deux marques, où la correction était moins bonne que l'original. Et puis au-dessus, il y en avait 3 qui étaient meilleures. Et on s'est aperçu que globalement, dans une pièce, c'est toujours une courbe régulièrement descendante qui est préférée. On va expliquer pourquoi. Alors l'enceinte qui a été mesurée, ils ont pris une enceinte qui avait des défauts connus, hein, c'est une BW802. Comment? On va estimer les meilleurs de la part de BW. Ah non, c'est pas les meilleurs, c'est pas des... On va dire, c'est des bonnes enceintes d'audiophiles parce qu'elles plaisent. Par contre, ce ne sont pas des très bonnes enceintes. Mais les gens de BW le savent, hein, ils disent on fait des trucs qui ressortent bien quand on compare des enceintes parce que on fait scintiller les aigus, on fait... Enfin bon, il y a des trucs qui font que... Mais elles ont des gros défauts. Enfin, la courbe noire, là, la 802, on sait qu'elle a un gros creux là, à 2-3 kHz, mais ce qui fait ressortir un peu les aigus qui sont dessus. Enfin bon, après, mais c'est pas des enceintes neutres, on va dire. C'est des enceintes qui plaisent, mais c'est pas des enceintes neutres. Donc c'est pour ça que Harman a choisi celle-là. Il a choisi aussi ça parce que Harman est concurrent de BW, donc évidemment, je pense qu'ils ont dit on choisit des enceintes qui sont loin d'être parfaites, prenons des BW, tiens. Mais tu as l'influence de la salle aussi là-dedans. Là, tout à fait. En chambre sourde serait peut-être mieux. Non, même en chambre sourde, elles sont pas... Parce que dans le papier, ils ont remis les courbes en chambre sourde, et on voit que les BW en chambre sourde ne sont pas terribles. Elles ont d'autres qualités, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, sur 1, 2, 3, 5 corrections et la courbe d'origine, il y en a 2 corrections qui étaient pires et 3 qui étaient meilleures. Je veux dire, donc une correction, c'est pas parce qu'on fait une correction que ça va améliorer le rendu, hein, la perception. Ça, il faut se méfier. Hein. Donc il y en a 2 qui sont moins bons. Je ne me rappelle plus à l'ordre des... Il faudrait que je retrouve. Est-ce que c'était Odyssée, est-ce que c'était Lindorf, je ne sais plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la régularité de la courbe d'en haut. Pourquoi j'ai ça? Enfin bon, je ne suis plus dans l'ordre, on va voir. Ça c'est le site là, que j'ai mis, qui est en ligne, loudspeakers.audio, qui permet de mesurer, en fait, c'est gratuit, ça permet de mesurer en ligne, il n'y a pas besoin de soft, il y a juste besoin d'un microphone. Je vais expliquer après comment ça marche, mais c'était pour montrer, voilà, et on va le voir après. Donc l'intérêt, c'est que il y a vous téléchargez une séquence audio qui est un peu particulière parce qu'il y a du sine sweep, il y a des bombes, des choses comme ça, il y a du bruit rose, ça dure à peu près 2 minutes 30, mais donc il suffit de télécharger et de lancer ça sur vos enceintes, d'avoir un micro, même pas besoin de pied, le micro est à la main, et puis de faire une mesure, de suivre. Donc il n'y a pas de paramétrage, il n'y a rien, on fait une mesure et on envoie le fichier qui a été enregistré, on l'envoie sur le site. Et puis vous allez, au bout de 10 minutes, vous allez avoir
les différentes courbes qui sont sur le site. Donc l'analyse est assez complète. Et c'est surtout qu'il y a des graphes prédéfinis, c'est-à-dire que vous allez pouvoir comparer votre mesure à plein d'autres gens où les courbes sont exactement, elles ont les mêmes critères, elles ont les mêmes trucs. Donc vous pouvez voir l'IBW, voir des IBW, mais il y a plein d'autres marques. Il y en a quand même, parmi vous, il y en a quelques-uns qui, je sais que Dominique utilise. Il y a Gilles aussi, enfin il y en a certains, voilà, il y en a certains qui utilisent déjà le site et puis qui petit à petit. Bon, c'est pas très compliqué à utiliser une fois qu'on a compris le système. Très simple. C'est simple par contre après, on verra, on reçoit plein de courbes, mais c'est en déduire quelque chose qu'on prend vrai courbe. Alors donc effectivement il y a des sine sweep, il y a des bongs. Ensuite, il y a des bruits roses, mono et stéréo. Alors, des bruits roses, ça c'est un truc important aussi. Quand vous faites des mesures dans une pièce, vous allez mesurer gauche, droite, mais c'est très important de mesurer aussi gauche plus droite, c'est-à-dire les deux en même temps. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir très bien une courbe dans le grave. Bon, déjà, le grave, sur la plupart des disques, c'est très mono dans le bas du spectre. Les disques où il y a vraiment de la stéréo sous 100 Hz, il n'y a pas grand-chose. Évidemment, encore moins sur les disques vinyles. Donc, dans le CD, on pourrait tout faire, mais on voit bien que les enregistrements, on est très mono sur le grave. Et par contre, ce qui est assez curieux, c'est que vous pouvez avoir une très bonne courbe de réponse à gauche dans le grave, une très bonne courbe de réponse à droite dans le grave, et que la somme des deux, il y a des gros problèmes. Pourquoi? Parce que la pièce, il y a des problèmes de déphasage, de mode propre, etc. Et ce que vous percevez, ce que vous entendez, c'est le mono. Donc là, il ne faut pas soigner le gauche ou le droite seul, il faut vraiment soigner le gauche plus droite. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a ça. Il faut aussi écouter pendant que vous faites la mesure, parce qu'il y a un truc, il y a un moment du sinus glissant là, qui dure, je ne sais plus combien, une dizaine de secondes, et ça, vous entendez pas mal de fois des trucs très difficiles à mesurer, comme les rub and buzz, les haut-parleurs qui vibrent. Les haut-parleurs qui vibrent, des fois, le problème, c'est que comme c'est des harmoniques 20, 30, 50 ou 100, les harmoniques sont très très éloignées de la fréquence, donc elles s'entendent très bien. Et là, vous pouvez avoir des distorsions de l'ordre de 0,01%, et ben vous l'entendez bien ça. Parce que les fréquences sont tellement loin qu'il y a du grave, et en fait, l'harmonique, parce que les harmoniques 2-3, là, généralement, vous ne les entendez pas, même s'il y a 1%. Par contre, les harmoniques qui sont très très hauts, là, ça s'entend et c'est vraiment désagréable. Donc un haut-parleur qui vibre, c'est difficile à mesurer, parce que c'est vraiment des distorsions très très faibles, par contre à l'oreille, ça s'entend bien. Puis il y a un autre truc qu'on entend bien, quand on fait un sine sweep, on entend quelquefois ça monte dans l'aigu, ça fait zzz, puis après on entend des trucs comme ça. Et ça arrive assez fréquemment. C'est des problèmes d'aliasing ou de sample rate converter dans les systèmes. Et ça monte en fréquence et vous entendez, par exemple, quand vous arrivez à 20 kHz, sachant que la coupure, mettons d'un CD, c'est à 44 divisé par 2 à 22 kHz, en fait, vous entendez le 2 kHz, le spectre du repliement. Et ça s'entend bien. Et c'est assez fréquent d'avoir ces problèmes-là sur certains DAC ou certains streamers ou des choses comme ça. Et c'est vachement bien d'écouter un sine sweep parce qu'on écoute et puis on entend tout de suite qu'il y a un truc bizarre. Par contre, avec la musique, c'est vachement dur de... Donc ça vaut le coup pendant la séquence de mesure d'écouter ce qui se passe. Et puis le bruit rose, bon, là on peut entendre des colorations parce que le bruit rose, c'est un signal un peu, on va dire pénible, mais c'est le signal sur lequel on entend le mieux les colorations. Ça, mieux que pratiquement mieux que n'importe quelle musique, parce que tout de suite on entend des trucs un peu bizarres dans le bruit rose. Faut être habitué à l'écouter, et puis en plus il n'y a rien d'émotionnel, parce que le bruit rose c'est un peu moche, enfin c'est moche. Mais je veux dire, la musique on est tout de suite pris par quelque chose on aime ou on n'aime pas, etc. Le bruit rose, personne n'aime spécialement, mais on peut entendre les colorations. Donc ça vaut le coup d'écouter du bruit rose. Moi j'écoute souvent du bruit rose pour entendre ce qui se passe dans une pièce, pour une enceinte ou un truc comme ça.
Les fonctions de loudspeaker audio, donc il y a un truc intéressant, on verra pourquoi après. Il y a déjà la courbe cible qui est calculée automatiquement. Ça c'est un petit peu particulier. On verra comment c'est calculé, mais que ce soit Dirac, que ce soit Accurate ou Trinov aussi, vous n'avez pas de calcul de courbe cible. C'est-à-dire c'est vous qui faites un Trinov, c'est vous qui mettez la courbe cible, vous dites bah, je veux avoir ça. Ce qui est un peu emmerdant parce que qu'est-ce que je vais mettre comme courbe cible? Et on a vu dans les écoutes de Harman, en réalité, c'est le critère le plus important. Qu'est-ce que je mets comme pente ou qu'est-ce que je veux avoir comme courbe de réponse globale? Bon. Il y a une méthode d'alignement temporel qui est un peu... Il y a des bonds. Alors on va voir ça tout à l'heure, mais il y a des bonds qui permettent à 6 kg, 1,5 kg, 400, 500, 150 et 40 ou un truc comme ça. Bon, ça permet, c'est parce que souvent quand vous essayez d'aligner des haut-parleurs, il y a différentes méthodes, mais souvent les gens l'alignent avec la réponse impulsionnelle ou la réponse en échelon, c'est-à-dire le début d'une montée d'un pic ou un truc comme ça. Problème ça va bien dans l'aigu, problème dans le grave, ça monte toujours lentement. Où est-ce que vous allez dire où est le début de la méthode? C'est vachement dur des fois. À quelques millisecondes près, vous voyez un truc qui monte mollement là, dans la réponse impulsionnelle. Bon, bah, je ne sais pas où l'aligner. Là, c'est différent. On verra des mesures tout à l'heure. C'est différent. C'est un bond, c'est-à-dire c'est juste un sinus, une période avec une montée enfin une montée. Un sinus, une montée, une descente. Là. Et en fait, au lieu de s'aligner au début ou à la fin, on aligne le passage des zéros au milieu. Parce que celui-là, il est plus simple à voir. Donc les bonds sont faits en temps de façon à ce que tous les passages à zéro doivent être alignés. Donc on le voit sur le graphique. Moi, ça me paraît plus simple. Les mesures de courbe de réponse, il y a des mesures hybrides, c'est-à-dire mono dans le grave et stéréo dans le reste. Les corrections sont calculées pour certains processeurs. Et j'ai aussi mis un indice de performance. Bon, ça c'est à la demande de certains, ils voulaient pour se comparer. J'ai fait le même indice de performance, on va voir ça tout à l'heure, comment il fait le calcul que Harman fait ils ont publié des trucs avec des critères de performance, avec des notes de 1 à 10, pas de 0 à 10. Et j'ai fait à peu près la même chose. Pour pouvoir comparer à... Par contre, Harman, le truc, c'est qu'ils ne font ça que pour des enceintes mesurées en chambre sur deux. C'est-à-dire que Harman, les mesures qu'ils publient dans leur truc, bah, c'est en chambre sur deux. Ils comparent les enceintes, non pas dans un local, mais... voilà. La courbe cible, alors, la courbe cible, ça c'est un truc vachement important, et elle est estimée à partir de quoi? Alors, pendant les mesures, on fait une mesure du temps de réverbération par rapport à la fréquence. Le temps de réverbération, évidemment, ça va dépendre de la fréquence, puisque dans l'aigu, en général, ça s'amortit plus vite, parce qu'il y a des petits trucs. Dans le grave, bah, c'est beaucoup plus lent à s'amortir. Donc, on mesure le temps de réverbération, non pas le TR60 qui est donné d'habitude à 500 Hz, on a un TR de 0,5 secondes. Là, c'est vraiment la courbe sur l'ensemble du spectre qu'on regarde. On estime aussi, alors ça c'est vous qui mettez dans le truc, l'indice de directivité de l'enceinte par rapport à la fréquence. Alors on sait à peu près, c'est pas très... On sait à peu près que, je sais pas, ça va aller enfin l'indice de directivité d'une enceinte standard avec des cônes, des dômes, ça va de 2 à 10. Pour une enceinte avec des pavillons, on va dire, ça va de 2 à 15, quelque chose comme ça, parce que le pavillon c'est plus directif dans l'aigu. Donc ça c'est une estimation, on en a besoin pour la pièce. On donne le volume de la pièce et on donne la distance d'écoute. J'avais pas compris, Jean-Luc, en fait, que la courbe cible était personnalisée. Donc la courbe elle est personnalisée, la tout à fait. courbe cible de Gilles, c'est pas la même que la mienne. Ah bah non. Mais c'est celle qu'on a choisie avec les. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu choisis, oui, mais quand tu fais un choix 206, 306 comme moi, Oui. ton 306, c'est pas mon 306. C'est pas le même. Mais Ah ça oui, dépend du volume, de la pièce. Ouais, de la distance, du volume et des mesures. Parce que comme on mesure le temps de réverbération, en fait ce qui se passe c'est ça. Une enceinte parfaite en proximité, elle aurait une courbe plate. D'accord ?
ou dans une chambre sourde, elle aura une courbe. On va dire une enceinte parfaite, elle a une courbe plate. Ensuite, À on a une certaine. proximité, pas au point d'écoute. Ouais, enfin, ou dans une chambre sourde, ça peut être loin. Ah, pour Chambre le chambre sourde, sourde, que ce soit en proximité ou à 5 mètres, c'est pareil. Elle a une courbe plate. Bien sûr. Ensuite, ce qui se passe quand vous êtes à une certaine distance de l'enceinte, ben, dans l'aigu, il y a une atténuation de l'air. Hein. Donc, dans l'aigu, forcément, ça chute légèrement. Ensuite, vous avez une courbe, ce qu'on appelle la power response, la directivité, c'est la directivité de l'enceinte, qui fait que l'enceinte est plus omnidirectionnelle dans le grave et elle est plus directionnelle dans l'aigu. Donc globalement, la courbe de réponse, on appelle ça courbe de réponse en puissance dans la pièce, mais il y aura plus de grave que d'aigu. Parce que tu peux la réflexion en fait de l'aigu, quoi. Non, par exemple cette enceinte-là, d'accord ? Cette enceinte-là, elle est plus directive dans l'aigu que dans le grave. Le grave, l'extrême grave est omnidirectionnel, il y en a partout. Donc quand vous mesurez ici, d'accord, vous avez la même courbe dans l'aigu que dans le grave. Par contre, quand vous mesurez ailleurs, là vous n'avez plus d'aigu, mais vous avez toujours le même grave. Donc globalement, la réponse dans l'espace, sur 360 degrés, ben, il y aura plus de grave que d'aigu, globalement. Donc ça veut dire que le rayonnement de l'enceinte dans cette pièce-là, elle enverra plus de grave globalement dans la pièce que d'aigu. Et si c'est un truc très directif, ben, elle enverra encore moins d'aigu. Plus c'est directif, si on veut avoir une courbe dans l'axe qui est plate, ben, dans le global, elle aura moins d'aigu. Donc c'est la directivité de l'enceinte. Donc une directivité de l'enceinte, c'est pour un truc à pavillon, ben, elle va être plus directive. Par contre, dans le graphe, ce sera n'importe quelle enceinte. Hein. Elle a une clause ou une... elle envoie dans tout l'espace. Donc ça, c'est la courbe de directivité, ce qu'on appelle la power response. Et ensuite... Ouais. Pardon, question. Si on a des pavillons, y compris dans le grave, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça peut être plus directif dans le grave, effectivement aussi. Si vous arrivez à canaliser dans le grave avec des pavillons ou avec plein de haut-parleurs, une ligne de haut-parleurs dans le grave et des choses comme ça, vous êtes plus directif. Donc effectivement, dans le grave, vous aurez plus de directivité. Et par contre, une enceinte dite omnidirectionnelle, parce qu'il y a eu des enceintes omnidirectionnelles avec des tweeters devant, derrière, sur les côtés, etc. Il y a des enceintes qui ont... Alors la power response, ça veut dire elle est plate, parce qu'ils envoient pas... Dans l'espace, elles envoient, quel que soit le... Parce qu'on n'a pas le choix, quand on établit la fiche de mesure, avant de faire les mesures, ouais. On remplit la fiche. On remplit le DI et puis le DI. On n'a pas le choix de mettre pavillon dans le grave. Non, mais on a le choix, on peut... Pour le médium aigu, oui, mais pas pour le grave. Ah, si. Ah, mais si vous avez le droit de changer... oui, c'est vrai, oui, peut-être qu'on n'a pas le choix. Je me rappelle plus. Peut-être que je devrais... C'est tellement rare que peut-être que je devrais donner la possibilité. Mais c'est vrai, oui. Mais attention, un pavillon sérieux dans le grave, ça devient énorme, quoi. Oui. Alors, ça peut arriver. Non, mais je veux dire, c'est pas un pavillon de 1 mètre qui va changer quelque chose. Ouais. C'est comment déjà quelques mètres, quoi. Oui. Donc c'est déjà des gros pavillons. Mais c'est vrai que ça existe. Hein. Ouais, dans ce cas-là, effectivement, on devrait un peu... Ensuite, il y a une autre courbe, c'est l'absorption de la salle. Une salle est toujours plus... Enfin, est presque toujours plus absorbante dans l'aigu que dans le grave. C'est-à-dire que quand vous avez des trucs comme ça va absorber l'aigu. Dans le grave, ça ne va rien faire du tout. C'est des épaisseurs qui sont ridicules, quoi. Donc, la courbe de réponse, en fait, on va dire la power response qui est dans la pièce, ça va toujours s'atténuer plus vite dans l'aigu que dans le grave. Donc ça aussi. Et au final, la somme de tous ces effets fait que la courbe tout en bas, c'est la somme des effets, elle est toujours descendante. Globalement, quand vous mesurez à l'emplacement d'écoute la somme champ direct plus champ diffus, ben, c'est toujours une courbe descendante. Alors il y a eu beaucoup de trucs de correction. Par exemple, Trinov a un gros problème. Trinov, si par défaut vous ne changez pas la courbe, ils ont une courbe cible plate. C'est super agressif. À une époque, il y a des gens qui faisaient de la mesure en RTA avec des analyseurs temps réel et qui essayaient de faire une courbe plate à l'emplacement d'écoute. Mais c'est strident, c'est mauvais, quoi. Et il y a eu à une époque où les gens faisaient ça, quoi. Alors que physiquement, c'est pas ce qu'il faut faire et c'est vrai que c'est très agressif. Donc n'essayez surtout pas de faire une courbe plate à l'emplacement d'écoute.
Donc on est toujours relativement descendant. Là, en moyenne, la courbe descend entre 1 et 1,5 dB par octave. Alors la cible Harman, parce que Harman a donné une cible comme ça, ils sont à moins 1,7. Moi je trouve que c'est... Le problème de Harman, c'est qu'ils n'ont jamais... Ils ont pris des... Comment dire, c'est les courbes qu'on a vues tout à l'heure. Ils ont pris une courbe préférentielle, mais sans l'expliquer, et en disant, ben voilà, ça marche bien, ça plaît aux gens. C'était la courbe de préférence. Leur courbe de préférence, elle est à moins 1,7 dB par octave. Ça se discute, quoi. Je trouve que c'est un peu trop descendant. L'indice de performance, alors là aussi, donc ils ont leur indice de performance est noté à 100%, enfin c'est de 0 à 10, on va dire aussi. Ils ont fait quoi? Ils ont pris quatre indices. La première, c'est la déviation, la déviation de la PIR, Predicted in Room. Ça veut dire c'est l'estimation de la courbe de réponse qu'on devrait avoir dans une pièce à l'emplacement d'écoute. Alors eux, leur indice de performance est mesuré en chambre sourde. Donc qu'est-ce qu'ils font pour estimer ce qu'on va avoir dans une pièce réverbérante? Ben, en fait, ils font des mesures à plein d'angles différents. Donc ils font des moyennes et ils prennent un certain nombre d'angles, on va dire dans plus ou moins 15 degrés à peu près. Ils disent la moyenne dans 15 degrés, c'est ce qu'on va avoir à l'emplacement d'écoute. Ce qui est à peu près. Donc là-dessus, ça compte pour 20% des points, on va dire. La courbe de réponse ON, c'est on-axis. La courbe des réponses dans l'axe, chez eux, ça compte pour 30%. L'extension LFX, l'extension dans le grave, c'est 30% de la qualité. Et SM Smoothness, là c'est la régularité de la courbe prédite sur la courbe de réponse, c'est 17%, enfin, etc. Donc le total, leur total de qualité, c'est quelque chose qui est calculé bon, sur 100%. Et donc les courbes que Harman donnait tout à l'heure, en fait, c'est aussi basé sur ce truc-là, c'est-à-dire on fait une estimation dans un angle, on va dire, de plus ou moins 15 degrés, on regarde l'extension dans le grave, on regarde le smoothness, c'est-à-dire les petites ondulations de la courbe de réponse, etc. Donc on fait tous ces critères-là et ça donne un critère de qualité. Donc ce n'est pas une seule courbe de réponse qui donne la qualité, c'est un ensemble de courbes de réponse. Et sur le site, j'ai fait pareil, mais j'ai que trois critères parce que je ne peux pas mesurer. C'est pas une mesure en chambre sourde, donc c'est les critères que je peux mesurer dans cette pièce. Mais c'est assez comparable, on va dire. Alors, après, la question, est-ce que le meilleur score, ça donne la meilleure écoute? Ça reste encore... je dirais en moyenne, oui. En moyenne, je pense. On l'a vu dans la courbe de Harman du début, où il y avait tous les petits points. En moyenne, c'est vrai que meilleur était le score, meilleure était l'écoute. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. Parce que des fois, si vous avez des belles courbes de réponse et des choses comme ça, mais que vous avez des problèmes de transitoire, vous avez des problèmes de dynamique, vous avez plein d'autres trucs, ça va vous détruire le critère. Donc on va dire, c'est en moyenne, si tous les autres, si vous n'avez pas trop de distorsion, si vous n'avez pas de problème de transitoire, si vous avez tout le reste qui est correct, ben le truc le plus important, c'est les courbes de réponse. Par contre, si vous foirez, si votre haut-parleur vibre, s'il y a des rumble buzz, ben, vous avez beau avoir une super courbe de réponse, ça sonnera, ça va être de la daube, on va dire. Donc en moyenne, c'est bon. Et pareil, c'est sur des enregistrements équilibrés. Hein. Si vous avez une courbe de réponse qui est impeccable, mais que vous écoutez des trucs où il n'y a pas d'aigu, où il n'y a pas de grave et que ça ne compense pas, évidemment, ça ne va pas être terrible l'écoute. Donc, quelquefois, on se dit, j'aimerais bien avoir une enceinte où à l'époque, on mettait des vaccins là, à la fin de grave aigu, j'aimerais bien remonter l'aigu parce que sur ce disque, il n'y a pas d'aigu. Enfin. Donc, maintenant, les audiophiles ne veulent plus de réglage d'EQ et de choses comme ça, mais il y a quand même des disques qui sont mal enregistrés, qui sont merdiques. C'est pas mal de pouvoir compenser, quoi. Donc faut pas dire je ne veux plus aucune correction, ça se discute. Sur les bons disques, ouais, il faut éviter les corrections. À conseiller de lire, là il y a, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a vraiment le bon bouquin de Floyd Toole qui s'appelle ça. Il est vraiment très très bien.
C'est un truc de, je sais pas combien, 300-400 pages, qui est hyper complet. Ça n'a pas été traduit en français? Ça n'a pas été traduit en français, non. Non, il est en anglais, et je pense qu'il va rester en anglais, il fait une deuxième ou troisième édition. Il a une dizaine d'années, je crois. Mais il est vraiment, vraiment très très bien fait, ce truc-là. J'ai essayé de mettre pas mal. Comment? Ouais, je crois qu'on le trouve en PDF aussi. Ouais. On peut le traduire alors. Oui, on peut le traduire. Non, on le trouve. Alors, je ne sais plus quelle édition on le trouve en PDF, mais on le trouve. Mais honnêtement, se taper un pavé de 300-400 pages en PDF, c'est pas toujours évident. C'est bien de le. Voilà. Non, il est vraiment exceptionnellement bien, ce truc-là. C'est le truc à conseiller sur les, on va dire, sur la reproduction sonore domestique. J'ai mis pas mal de choses dans la fac du site, là, explication audio, il y a pas mal de choses. C'est un truc, parce que j'ai découvert récemment sur ta fac, ça fait un truc très bien, c'est que tu peux justement, à la fac, l'éditer en PDF et l'imprimer. Et avoir un manuel en fait, d'utilisation du site. Parce que si on va que dans la fac et puis qu'on fait du cherry picking de sujets, et quelquefois on passe à côté d'un truc important, et moi j'ai loupé les trucs parce que j'étais trop vite ou j'ai manqué une information. Alors que si on imprime la fac, on a un truc qu'on peut vraiment garder en référence, surligner au marqueur, mettre des marque-pages, et ça me paraît être une approche plus facile. Ce que je voudrais vous montrer juste, c'est quelques courbes de réponse.